ce qui ressort là, depuis que M. Legault a annoncé son départ, c'est que M. Legault collait les shots, puis Investissement Québec, il avait même pas le droit de dire non. Là. C'était comme quand M. Legault il disait que tu donnes 10 millions à lui, c'était comme OK, tu sais, tu peux faire ta petite analyse, mais même si ton analyse révèle que c'est de la bullshit, tu le donnes quand même, là, tu sais, ça vient d'en haut. Et donc, ce qui me choque avec cette structure-là qu'on a créée depuis quelques années, c'est qu'on a dit on va mettre les meilleurs, tu sais, puis là, notamment la PDG d'Investissement Québec qui gagne 1,2 million de dollars de salaire par année. Je suis sûr que je peux trouver du monde qui le ferait pour 300 000. What's up tout le monde? Bienvenue dans un nouvel épisode du What's Up Podcast. Ici, votre animateur, Jer Alain, et j'espère que vous allez super bien. L'épisode de cette semaine est possible encore une fois grâce au soutien de nos commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Donc, un énorme merci à eux de continuer de soutenir le What's Up Podcast. Si vous êtes tanné des cafetières qui tiennent pas à route puis qui pètent tout le temps, ben offrez-vous une cafetière Bellucci. Et si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout ce qui a rapport avec le café. Situés à Varennes, allez les voir en magasin ou commander rapidement et en toute sécurité sur leur site internet au procafetière.ca. Et si vous voulez m'aider sur une note plus personnelle, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Pour 3-4 pièces par mois, accédez au podcast sans publicité et ça dès sa sortie. Donc pas besoin d'attendre des semaines avant qu'il soit disponible pour tout le monde. Fait que là, je viens de finir avec mes pubs, mais si vous aimez le podcast, je vous encourage à en parler à votre entourage, à laisser un petit thumbs up, à laisser un petit commentaire positif dans la section commentaires. Puis ou sinon, tout le monde, je vous dis un énorme merci et on se revoit la semaine prochaine et bon podcast tout le monde. Yes sir, fait que what's up, bienvenue au What's Up Podcast. Aujourd'hui, nouvel invité, très content d'avoir Francis Gosselin, économiste et consultant. Vous pouvez l'entendre sur les ondes de Cube Radio. Fait que un énorme merci d'être là. Ça fait plaisir, Jer. C'est super apprécié. Merci beaucoup. Je t'écoute souvent dans tes chroniques que tu fais. Puis là, regarde, on va rentrer tout de suite dans le crunchy. Qu'est-ce qui est intéressant? Parce que là, on a su fait quand même une couple de semaines, mais François Legault, il a démissionné. Puis tu as fait un peu récapitulatif de son legs économique. Puis tu parlais beaucoup de l'interventionnisme. Ouais. Il y a énormément... Ben c'est ça, tu veux-tu me parler de ça? Oui, ben je peux t'en parler je peux t'en parler pendant 1 heure. Fait que si t'as envie de poser d'autres questions, tu m'arrêtes. Mais ouais, tu sais... On commence avec ça. On commence avec ça. Moi, tu sais, quand François Legault a été élu en 2018, j'étais quand même... moi qui est économiste, je suis un entrepreneur, tu sais, je suis quelqu'un qui est assez impliqué là, dans les milieux de l'entrepreneuriat, des affaires. J'étais quand même excité, je vais t'avouer, tu sais. Puis j'ai pas d'allégeance politique là, dans la vie. Tu sais, j'ai voté toutes les couleurs dans ma vie, mais j'étais excité parce que c'était comme un gouvernement qui était fait de gens d'affaires, tu sais, des gens de chambre de commerce, des comptables, des entrepreneurs. Tu sais, M. Legault... c'est le mec qui avait vendu ça, là. Oui, c'est ça. Puis c'était la gang de... Tu sais ça, là, des gens d'affaires, des comptables. J'étais convaincu que ça allait changer, tu sais, l'espèce de bipartisme là, traditionnel qu'on a entre les souverainistes puis les fédéralistes qui ont des programmes économiques, mais qui sont toujours un peu secondaires de la fameuse question de l'identité puis du pays. Là. Fait que pour moi, d'avoir cette troisième voie, comme on l'a souvent appelé, c'était excitant, là, en tout cas pour mes intérêts comme acteur économique. Puis je t'avoue que là, plus le temps passait, plus je comprenais pas vraiment ce qui était le plan, ce qui était le programme. Puis c'est ça, ce terme-là d'interventionnisme qui, je pense, résume vraiment toute la saga de la CAQ là, depuis 8 ans. C'est un gouvernement qui a la conviction, puis ça comme je pense que M. Legault a cette conviction-là. Je sais pas si tu as écouté sur un autre podcast, mais Pierre Fitzgibbon est allé à Judith Fetzer, puis ils ont fait comme 1 heure ensemble. Okay. Puis il raconte comment François Legault est allé le chercher. Puis en allant le chercher, il a vraiment dit, je vais te donner les coups des franges, puis tu vas pouvoir vraiment intervenir. Puis c'est vraiment ça la notion qui est au cœur du projet politique de François Legault finalement. Puis avec Pierre Fitzgibbon, maintenant avec Christine Fréchette, cette idée que dans notre tête de leader, là, premier ministre ou ministre de l'économie, on sait mieux que le marché
qu'est-ce que le marché a de besoin. Fait que c'est Nordvolt, c'est Lion Électrique, c'est, je peux nommer la saga, je sais pas, recyclage, Varenne, Lithium, Taiga, encore une fois, puis plein d'autres. Et je suis pas un libertarien, mais je crois, moi, quand même, que les marchés, puis toi, puis moi, puis tout le monde qui nous écoute, on exprime nos préférences. Tu vas à l'épicerie, as-tu envie de manger une tomate ou envie de manger un blé d'Inde ou envie de manger un steak? Puis en fonction du prix, puis de ton appétit ce jour-là, ben tu fais des choix. Puis on fait tous nos choix, puis à la fin, mais ça donne l'offre et la demande. C'est vraiment l'économie 101. Si François Legault, il vient, puis qu'il dit « Ah, mais là, c'est les tomates cette année, tu sais. » Puis là, il a investi dans les tomates, puis on produit des tomates, puis là, c'est tout est tomates, puis tu sais, on peinture les murs en rouge, puis wow, tomate. Ben, à un moment donné, si t'as pas envie de ça, tu sais, t'es comme un peu surpris. Puis c'est ce qu'on a essayé de faire avec l'économie québécoise, c'est-à-dire qu'on a vraiment essayé de choisir un par un paquet de gagnants. Puis évidemment, chaque fois que tu choisis un gagnant puis que tu lui fais un beau chèque de 500$ ou 1 million ou 275 millions de dollars, ben chacun que tu choisis, il y en a plein d'autres que tu choisis pas. Puis c'est pour ça que moi, j'ai été assez dénonciateur de cette politique parce qu'on fait carrément des gagnants puis des perdants. Ouais. Puis moi, autour de moi, j'en connais des gagnants, puis tant mieux pour eux, mais je connais aussi beaucoup de perdants qui sont très amers parce que c'est des bons entrepreneurs, c'est des business profitables, c'est des gens qui créent de l'emploi, qui payent leurs taxes et impôts, puis qui n'ont pas été choisis, parce qu'ils étaient pas, qui n'ont pas rempli le bon formulaire ou qui n'étaient pas au bon endroit au bon moment ou qui sont pas de chum avec la CAQ, puis ça fait que ça crée, pour moi, en tout cas, un système très inefficace au Québec. Puis c'est une partie de l'explication pourquoi je pense qu'on a de la misère à faire une économie vraiment forte. C'est qu'on a des gouvernements qui sont beaucoup trop les deux mains dans l'impôt de peinture. Puis tu dis aussi que c'est très centralisateur, qui ont tous centralisé les leviers du pouvoir. 100%. Puis les leviers du pouvoir, je laisserai à d'autres le luxe de parler de démocratie puis de politique, mais du point de vue strictement économique, il y a une époque, il y avait plein de centres locaux de développement, puis des petits organismes sur le territoire, puis les MRC, puis les villes, puis tout le monde avait un peu sa patente. Puis il y avait quand même le ministère, puis il y avait Investissement Québec. Là, sous l'ère Fitzgibbon, mais impulsé par François Legault, puis ça s'est continué, on a tout ramassé ça dans moins d'organismes. Puis c'est comme ça qu'Investissement Québec est devenu une espèce de monstre tentaculaire de 1300 employés. Puis c'est tous des gens pas mal intelligents, là, j'en ai pas contre lui puis elle chez Investissement Québec, mais c'est devenu un incontournable de l'économie québécoise. Puis pour de vrai, aujourd'hui, là, si tu as une entreprise moindrement moyenne ou grande au Québec, tu ne peux presque pas exister sans passer par Investissement Québec. Et pour moi, ça, c'est un problème. C'est peut-être que dans certaines circonstances, tu as besoin d'avoir du financement public ou un aide ou un crédit ou je ne sais trop quoi, mais c'est pas normal que toutes les entreprises du Québec doivent se poser la question « Hey, c'est quoi ma relation avec Investissement Québec? » Tu devrais pas jamais penser à ça, sauf dans des circonstances très spécifiques. C'est rendu qu'Investissement Québec, ils imposent leurs critères de financement à des fonds d'investissement privés, à des Desjardins, des fonds de capital de risque. Ça n'a pas de sens que ce soit des fonctionnaires, là, d'une certaine manière, qui viennent dicter à quel prix on va financer qui, à quel taux, à quelle date. Ils ont un rôle à jouer. Là. Je suis pas, comme je dis, je suis pas un libertarien nécessairement, mais ils ont pris une place beaucoup trop grande. Puis ça découle de la centralisation. Tu sais, quand tu ramasses trop de monde à une place, ils commencent à penser qu'ils ont du pouvoir. Puis moi, je pense que en matière d'intervention économique, on gagnerait à avoir une structure beaucoup plus décentralisée, beaucoup plus localisée qu'une espèce de gros monolithe avec beaucoup trop de pouvoir qui est capable de caler les shots comme dans une forme de communisme, là, tu comprends? Ben, tu parlais d'un bolchevisme. Ouais, ben tu sais, puis je veux pas rentrer dans... Ouais, pas être alarmiste c'est de la métaphore, là, ouais, entendons-nous, là, je pense pas qu'on est stalinien là, au Québec, mais ça reste que c'est du libertarianisme à Staline, on a bougé un pas dans cette direction-là. On est encore très, très loin d'une économie dirigée, mais je pense que c'est pas de la bonne direction. C'est parce que aussi tu parlais d'un climat de terreur, c'est pour certains, là, fait qu'il faut pas qu'ils s'y mettent à dos. Puis en plus, tu sais, fait que là, les critiquer, ça devient... faut que tu marches sur des œufs. Ah, mais je veux dire... Tu le fais juste pas, là, tu sais, l'autocensure s'applique. Là, tu l'as dit, moi, dans ma vie, là, quand je suis pas à Cube, là, puis tu sais, j'ai ma petite
ma petite carrière là, médiatico-truc, là, mais ma vraie vie, je suis économiste, puis je suis consultant, là, puis je suis un peu barré, là, tu sais, depuis que je critique... Fait cette sortie-là? Non, mais j'en ai fait plusieurs. Moi, je suis clairement critique d'Investissement Québec et de ce que c'est devenu. Puis comme je te dis, c'est pas contre lui, puis elle, c'est contre le principe de la centralisation, le principe de la surintervention. Le système qu'ils ont mis en place, là, tu sais. Exact. Puis je suis comme, donc, littéralement persona non grata dans certains lieux. Puis tu sais, je suis pas un pirate, là. Je veux dire, quand tu me vois, là, je suis en cravate. Ouais, non, mais en même temps, il y a une partie de moi qui aurait quasiment envie d'aller les aider. Tu sais, je continue d'être quelqu'un qui est, moi, optimiste par rapport à l'avenir du Québec, puis qui dit, tu sais, défaisons ce qu'on a fait, là. Revenons un pas en arrière, puis tu sais, je suis pas là, je suis pas méchant, là, dans mon intervention. Je dis juste... T'as pas de malice. Je pense qu'on a fait fausse route. Ouais. Je pense qu'il faut défaire Investissement Québec, ou du moins reséparer plusieurs des composantes qu'on a centralisées. Puis tu sais, une des choses qui me choque quand même un peu, puis ça, j'ai été aussi assez critique de ça, c'est qu'on a dit, bon, Investissement Québec, là, on va pas faire une heure là-dessus. Non, là, non. Mais Investissement Québec... J'ai quand même d'autres points, c'est ça, mais tu sais, c'est comme une banque d'investissement, mais pas vraiment. On veut qu'ils investissent dans des projets pour les faire croître, mais on n'est pas d'obligation de rendement. Tu sais, c'est un peu qu'on sait pas ce qu'on veut faire avec ça. Tu sais, mettons, la caisse de dépôt, là, eux, c'est clair. C'est notre retraite, puis on veut que ça génère le plus de rendement possible. Puis on leur a donné un petit mandat d'investir au Québec, mais tu sais, la principale priorité de la caisse de dépôt, c'est de faire du rendement. Là. Tu sais, c'est un vrai fonds d'investissement. Investissement Québec, c'est pas ça. C'est une genre de patente, puis ce qu'on voit de plus en plus, puis ce qui ressort là, depuis que M. Legault a annoncé son départ, c'est que M. Legault collait les shots, puis Investissement Québec, il avait même pas le droit de dire non. Là. C'était comme quand M. Legault il disait que tu donnes 10 millions à lui, c'était comme OK, tu sais, tu peux faire ta petite analyse, mais même si ton analyse révèle que c'est de la bullshit, tu le donnes quand même, là, tu sais, ça vient d'en haut. Et donc, ce qui me choque avec cette structure-là qu'on a créée depuis quelques années, c'est qu'on a dit on va mettre les meilleurs. Puis là, notamment la PDG d'Investissement Québec qui gagne 1,2 million de dollars de salaire par année. Je suis comme... Je suis sûr que je peux trouver du monde qui le ferait pour 300 000. Tu comprends? Puis qui serait pas mal bon là, à prendre des shots, puis tu comprends, à exécuter des ordres. La directrice des relations publiques, c'était 887 000. C'est ça, puis la directrice des ressources humaines, tu sais, c'est comme, hey, c'est ça, je connais des entreprises privées qui génèrent des centaines de millions de revenus que les dirigeants sont pas payés autant. Ils sont payés 400 puis 500 000, puis 500 000, c'est un Christy de gros salaire. Là, tu comprends? C'est ça, parce que là, c'est là que tu parles qu'on est en train de former une classe d'ultra riches à partir de fonds publics. De l'État, oui. Puis je les appelle les mandarins, là, tu sais, c'est une expression un peu issue de la Chine, mais tu sais, c'est une espèce de caste de travailleurs de l'État millionnaires, puis je trouve que ça n'a pas de maudit bon sens. Moi, mon père était fonctionnaire, parenthèse, là, mais tu sais, il gagnait 100 000 $, puis c'était une belle vie, là, tu sais. Ça vient avec plein classe moyenne, c'est ça, puis tu sais, sais, maison, char, là, tu sais, 2 chiens, puis 3 enfants, mais c'est épouvantable, pareil, ces gros crises de salaire, là. Ben, il faudrait c'est ça que je te dis. Un ménage là-dedans. Oui, aller chercher les meilleurs, mais câlisse, ça y est quand même une réflexion sur qualité, quantité, prix. C'est les meilleurs, pourquoi? T'sais, pourquoi tu payes 1,2 million si l'objectif, c'est pas de faire du rendement? Pourquoi tu payes 1,2 million si l'objectif... S'il n'y a pas d'objectif, si tu fais juste exécuter la volonté du politique? C'est ça que je te dis. Les meilleurs à faire quoi? Je suis-tu pas le meilleur? Moi, t'es-tu pas le... Tu comprends? C'est quoi? Engagez-moi non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est quoi les critères objectifs pour dire, hey, c'est cette personne-là la meilleure? Puis la DRH qui gère 1000 personnes, la directrice des ressources humaines, hey, 1000 personnes là, en ressources humaines, c'est pas la fin du monde, là, tu sais, t'as un service de paye, là, t'as la gestion de la performance, tu sais, c'est pas si, je veux dire, il y a personne qui gagne 1 million de dollars comme directeur de ressources humaines, sauf peut-être chez Microsoft, là, tu comprends? Fait que ça a comme pas de maudit bon sens, personnellement. Je trouve on l'a échappé. Puis là, le génie est sorti de la bouteille, là, tu sais, la pâte à dents est sortie du tube. On paye ces gens-là. Ça va être très difficile de revenir en arrière, tu sais, de dire le prochain PDG, mais il va falloir qu'on donne un coup de pied dans la canisse. Puis il y a aussi une question d'équité à un moment donné. T'as tu sais, les ministres, là, ils gagnent 220 000 $. Tu comprends comment que ça se fait que l'autre qui est dans une agence, elle gagne 5-6 fois leur salaire. Hydro-Québec, elle gagne moins de la moitié de... Ça n'a comme pas rapport comme disproportion. Puis on fait valoir que c'est parce que c'est dans le milieu de la finance et tout, mais comme je te dis, c'est de la gestion qui n'est pas si complexe aussi. Mais tu parlais aussi que c'est dans le fond, tu sais, c'est des banquiers qui sont un peu dans le fond des fonctionnaires qui est comme un tampon accusatoire, là, dans le sens que c'est comme s'ils se laissaient une marge de s'il
font fausse route, ben ils peuvent les crisser de bord, tu sais. Puis c'est un peu, en tout cas, tu corrige-moi si je me trompe, mais ça me fait beaucoup penser à la firme de conseil de McKinsey, tu sais, parce que c'était un peu ça, dans le fond. Tu sais, ils demandaient à eux de faire conseil, puis là, après ça, si les conseils étaient pas bons, ils faisaient, ben là, ça a été eux autres. Est-ce quand même, toi, l'ignorant, qui a payé ces personnes-là, en sachant tout ça, c'était tout prévisible, ça. Puis c'est encore de la dilapidation des fonds publics qui est énorme, t'sais. Puis là, après ça, on n'arrête pas de vouloir s'attaquer aux riches, attaquons-nous aux ultra-riches. Mais Christ, t'en as même dans l'institution même, sacrement. Tu sais, ça vous tente pas de... En tout cas, moi, c'est un peu ma réflexion. Puis je suis pas contre la discussion de parlons de taxer les riches, là, tu sais. Ça fait partie de la grosse discussion sociétale qu'on a, mais... Est-ce que, me semble, ça, c'est primordial. Faut commencer par faire du ménage dans notre propre maison avant d'aller faire le ménage chez les autres. Là, puis là-dessus, effectivement, je trouve que... Puis, tu sais, autant je te dis, je suis optimiste, puis je crois que le Québec a un potentiel extraordinaire de développement économique, autant j'ai des moments de découragement parce que, je regarde, mettons, actuellement, on est dans une espèce d'entre-deux politique. Là, c'est clairement la fin de la CAQ. Là, année électorale. Qui va prendre la place. Peut-être que le nouveau chef va monter un petit peu dans les sondages, mais j'entends pas vraiment entre le PQ, le PLQ puis la CAQ, là, mettons, pour m'en tenir à eux, des propositions économiques vraiment intelligentes, là, pour être très brutal. Ouais, puis de dire, hey, gars, on va couper d'un salaire astronomique de ces gens-là, ou on va faire du ménage dans les systèmes informatiques. Pourquoi qu'ils le font pas? Ils arrêtent tout à gagner. Peut-être, je sais pas. La population est en tabarnak contre ça. Là, mais en même temps, la population est en tabarnak, puis là, tu leur donnes un petit nanan, tu dis, ah, OK, tu sais... Ils l'oublient vite. Je sais pas, on a vu le Mark Carney, bonifier le crédit pour l'épicerie, là. Puis j'ai entendu des gens proches de moi qui sont moins nantis que comme c'est le fun, je vais recevoir 500$ de crédit à l'épicerie, là, qui est une bonification du crédit pour la TPS. Mais moi, c'est pour ça que j'ai commencé à aller, parce que j'étais curieux de m'en faire passer des hosties de crosse de même. Mais le que ça a l'air beau sur le plan, mais... Là, tu te fais envoyer 500$, puis t'es comme, finalement, c'est pas si pire que ça. Puis on dirait que quand là, tu reçois le chèque, on te l'enlève. T'oublies que c'est comme... Christine Fréchette, là, en course à la chefferie, a proposé de rembourser les premiers acheteurs leur taxe de bienvenue. Puis là, qu'est-ce que c'est ça concrètement? Puis j'ai des gens autour de moi, là, des jeunes qui étaient comme c'est le fun, j'aurais pu payer ma taxe de bienvenue. Puis tout de suite, la réaction spontanée, c'est une bonne idée pour moi. Non. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va prendre des taxes pour rembourser des taxes. Tu vas prendre de l'argent public pour rembourser d'autres argents publics. C'est comme, on peut-tu juste comme anéantir tout ce système-là? Parce que je te garantis que si tu prends des taxes, il y a de l'inefficacité, puis eux, ils prennent des taxes, il y a de l'inefficacité, puis là, tu vas prendre ces taxes-là pour rembourser. C'est tout inefficace. Il faut donner plus de liberté économique à la population. À la source. Puis là, encore une fois, on a donné un cadeau d'épicerie aux Canadiens. Pourquoi tu n'enlèves pas la taxe sur l'épicerie? Tu comprends? Pourquoi tu prends de la TPS, puis tu donnes un crédit de TPS? Enlève-la la taxe à la base. Puis je te dis, je suis pas contre les taxes ou contre l'État social. Je pense qu'on a besoin de santé, puis d'éducation, puis de routes. Puis je suis pas, encore une fois, un anarchiste. Je dis juste, il y a plein de systèmes comme ça où on prend d'une main, puis on redonne de l'autre, puis on se flatte la bédaine. Hey, regarde comment je suis généreux. T'es généreux avec l'argent des autres. Calme-toi le pompon, là. Puis forcément, on voit l'endettement des États, les budgets qui gonflent, les déficits à perpétuité. Puis ça, j'espère qu'il va venir à un moment donné un gouvernement qui... Le plus impopulaire dans les dernières années, ça a été Philippe Couillard, mais Christy, ils ont quand même réussi à atteindre l'équilibre zéro, puis à arrêter l'hémorragie fiscale, puis il s'est fait crisser dehors. C'est comme le paradoxe. C'est impopulaire d'atteindre l'équilibre fiscal, mais je me dis qu'à un moment donné, tôt ou tard, va falloir... On peut pas faire des déficits à perpétuité. Si tu projettes ça à l'infini, à un moment donné, on va faire faillite. Fait qu'il va falloir à un moment donné qu'on vive à la hauteur de nos moyens. Une autre affaire que tu avais parlé, puis après ça, on arrête le cas Investissement Québec, là, c'est une compagnie de faire des panneaux solaires. Tu as parlé de ça, Avendio. Avendio Solaris. Solaris. Puis, c'est ça, veux-tu me parler? C'est quoi le problème de... Le problème, je trouve que ce n'est qu'un emblème, là, comme un symptôme, là, la pointe de l'iceberg. Bon, cet exemple-là, je l'ai fouillé un peu parce que c'était comme, a priori,
je m'intéresse beaucoup à la question de l'énergie, là, puis tu sais, transition énergétique. Énergétique. Moi, si je pouvais, là, j'aurais des panneaux solaires chez nous, puis une batterie dans le sous-sol, puis il n'y aurait jamais de panne d'électricité. En là, Europe, ils font beaucoup ça. Ouais, ben c'est ça. Il y a un petit côté off the grid, là, tu sais, que j'aime bien là, dans tout ça. Puis bon, bref, fait que quand je vois des annonces de même, je suis comme, ah cool, une usine de panneaux solaires. Mais là, tu sais, j'ai commencé à fouiller, puis là, c'est comme, la compagnie, elle est menée par un Québécois, puis un ancien président d'Investissement Québec. Mais là, ils sont comme... La compagnie est domiciliée en Grande-Bretagne, mais en fait, elle est adossée à un fonds qui est dans un paradis fiscal. Puis là, ils quémandent à Jersey, qui est un paradis fiscal. Et là, eux, ils demandent... avec leur compagnie anglaise, alors que ça c'est 2 Québécois, ils demandent pour la compagnie anglaise plein de subventions pour installer une grosse usine. Ils ont jamais fait ça, ils ont jamais rien produit. Tu sais, c'est pas la grosse usine de panneaux solaires qui aimerait ça se faire une antenne au Québec. Là. C'est comme, c'est toi pis moi. Là, ouais. Hey, il n'y a même pas d'ingénieur là-dedans, c'est que des financiers. Toi pis moi, on garoche une couple de mille puis on s'embauche un ingénieur puis t'es comme, hey, on fait tout ça des panneaux solaires, mais on n'a aucune idée comment on fait ça. Là, fait que là, ils ont comme, démarché. Puis c'est là où, encore une fois, à un moment donné, la suspicion de conflit d'intérêts est aussi pire que le conflit d'intérêts. C'est-à-dire que ça a de l'air... Peut-être que c'est pas des méchants, là. Peut-être qu'ils font tout ça dans les règles de l'art, mais ça a de l'air tellement croche de l'extérieur que c'est aussi pire que si c'est croche dans les faits. Fait que là, eux, ils demandent de l'argent public, ils demandent de l'argent d'Investissement Québec. C'est l'ancien président d'Investissement Québec. C'est comme... Conflit d'intérêts. Comme je te dis, il n'y a peut-être pas de conflit d'intérêts, mais ça a tout l'air d'être complètement tout croche. Puis donc, ils veulent faire ça. Puis là... C'est là où je tourne ça un peu en ridicule. Ils veulent faire ça dans l'Est de Montréal. Puis on sait bien, l'Est de Montréal, là, c'est comme une espèce de rêve. Là. C'est des gens toujours abandonnés. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de développement. Les gens de l'Est là, sont très revendicateurs. Fait que là, on fait ça dans l'Est. Fait que déjà, on coche un truc. Puis qui vient de l'Est de Montréal? Christine Fréchette. Hey, ça tombe-tu bien? Fait que là, puis là, on veut faire ça. Puis là, on veut faire des navettes. Fait que là, ça réglerait le problème de transport de l'Est. Mais tu sais, tout ça, c'est de la bouillie pour les chats. Là. Puis là, en plus, on met des tipis parce qu'on va comme faire des affaires avec les Autochtones. Puis là, c'est comme, hey, sérieux, on dirait qu'ils cochent toutes les cases d'un formulaire, tu sais. Pour pouvoir avoir... Puis ça sonne tout comme de la vraie bullshit, tu sais. C'est comme, ça se peut pas. Puis je travaille beaucoup avec des startups, des gens en démarrage, là, qui ont jamais fait un panneau solaire puis qui aimeraient en faire. Puis tu sais, ceux qui font ça pour de vrai, au début, ils struggle, tu sais. Ils font ça avec un peu du bâton de popsicle puis de la colle. Puis là, ils en font un, puis ils en font deux, puis ils en font 100. Ils laissent erreur. Puis coudon, je te garantis que des startups, là, invite-en ils sont pas en train de faire des tipis avec les Autochtones puis des navettes de transport en commun. Là. Quand tu débutes, Christy, tu te demandes si tu vas manger à la fin de la semaine. Là. Tu fais pas des grands plans de transport en commun déficitaires puis des tipis. Tu sais, fait que ça sonne comme une grosse arnaque. Puis comme on est un peu échaudé au Québec par justement des gens venus de l'étranger qui nous ont fait miroiter comme des Nordvolt, des monts et marées, puis qui ont rien livré. Tu sais, moi, Nordvolt... Ils ont vendu du rêve. J'étais un peu excité pour Nordvolt. J'étais comme, grosse capacité industrielle, banlieue de Montréal. Puis, il y avait déjà une petite usine en Scandinavie. J'étais comme, why not? Mais dans les faits, l'erreur de Nordvolt, c'est qu'ils ont voulu faire quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait. Ils ont voulu construire des dizaines de millions de cellules de batterie alors qu'ils en faisaient 1000 par mois, tu comprends? Fait ils ont voulu faire ça ici, puis aux États-Unis, puis partout. Puis encore une fois, si tu veux faire des cellules de batterie, fais-en 1, fais-en 10, fais-en 1000, fais-en 10 000, fais-en 1 million. Essaye pas d'ouvrir 40 usines partout dans le monde avec de l'argent public. Si tu veux le faire avec ton argent à toi, ça t'appartient, mais ne viens pas quémander des 2, 3, 400 millions de dollars à l'État, alors que tu n'as même pas prouvé la capacité que tu étais capable de faire cette chose-là pour débuter. Fait que, tu sais, moi, je me souviens tout le temps de la phrase de Fitzgibbon qui disait « Faut pas avoir peur d'investir puis faire un échec avec l'argent. » c'est sûr, mais avec ton argent, fais qu'est-ce que tu veux. Là, avec l'argent des autres, faut que tu aies un minimum de garantie puis tu aies un minimum de travail de fait. On peut finir le sujet là-dessus, mais ça revient encore une fois à je suis pas contre ça, moi, qu'on essaye des affaires, tu sais, justement. Non, mais il faut que ça vienne avec un minimum de recherche. De recherche. Puis c'est là où, actuellement, je suis convaincu qu'Investissement Québec joue pas son rôle. Son rôle à Investissement Québec dans un projet comme celui de Nordvolt ou de Avenue Solaris, ça devrait être dire non.
ces gens-là doivent faire leurs preuves, doivent nous montrer la capacité de faire. Puis après, quand ils seront rendus à scale up, puis à faire du volume, puis qu'ils auront montré qu'il y a des clients, puis de la capacité, puis que la technologie est à point, on mettra tous les millions ou les 100 000. Puis si ça foire là, on pourra dire, coudon, on a assez de quoi. On s'est basé sur ça. Mais de prendre des gambles, de lancer de l'argent en l'air, puis d'espérer que ça retombe magiquement en plus d'argent, je suis totalement en désaccord avec cette manière de fonctionner là. Puis dans le cas de Nordvolt en particulier, c'était clairement une commande politique. Je peux pas croire qu'il y a des gens chez Investissement Québec, comme je te dis, j'en connais plusieurs qui travaillent là, c'est des gens brillants, c'est des gens qui ont fait des études, des gens qui sont capables d'analyser. Ça avait pas de maudit bon sens, ce projet-là. C'était beaucoup trop rapide, c'était beaucoup trop d'usines partout en même temps dans le monde. Il y avait beaucoup trop d'argent public qui était impliqué dans chacune des installations. C'était comme, avec le recul, c'était comme doomed to fail, tu sais. Fait que je pense pas là-dessus qu'on devrait effectivement investir dans des projets comme ça avec de l'argent public. Ben ouais. Mais en même temps, je ne catch pas pourquoi que les politiciens ils vont avec ça. Tu sais, parce qu'ils ont tout à perdre. Tu sais, comme là, moi, en tout cas, puis sûrement pour beaucoup de la population, moi, Legault, son leg, c'est ça, c'est le fiasco, ça clique, puis l'énorme erreur de Nordvolt, puis il n'a rien fait d'autre, là, à part peut-être la loi 21 qui va y coller aussi, mais tu sais, à part de ça, tu sais, fait que c'est comme, c'est un leg d'échec, là, tu sais, puis c'est plate. Puis là, je parle pour du monde moyen, là, tu sais, qui suit un peu ça en surface. Ben, ce qui fait valoir François Legault, c'est sa moyenne au bâton, là. Parce que dans le fond, on focus là-dessus parce que c'est visible, puis c'est surtout les plus gros montants qui ont été les plus gros échecs. Il y a plein de petits grenailles qui ont aidé des entreprises pour de vrai, mais je repose la question que je posais tantôt. Est-ce que c'est vraiment à l'État de distribuer on dirait qu'il y a des secteurs industriels complets puis des entreprises qui sont comme... dépendantes, là, tu sais, aux mamelles de l'État. Ouais. Là, ça doit pas faire partie de ton plan d'affaires, les subventions. Pas du mien, en tout cas, puis je pense pas du tien non J'en plus. ai jamais eu. Non, mais tu comprends. Même pas de PCU, mais... Non, mais tu sais, t'as du Patreon, puis tu comprends ce que je veux dire? Dans une certaine mesure, toi-même, t'es un entrepreneur, tu sais. Est-ce que le devenir de ton podcast puis de ta carrière dépend, Christy, d'un chèque du gouvernement? Non. J'espère que, tu sais... Puis tant mieux si à un moment donné, t'es rendu à 40 employés puis que t'as un modèle d'affaires puis que t'es dans plusieurs pays puis que t'as besoin d'1 million pour accélérer. Rendu là, comme je te dis, je suis pas contre l'intervention de l'État, mais il faut que ça soit à un moment donné où c'est nécessaire et pas pour prendre des risques complètement disproportionnés avec de l'argent public. Puis là, le PQ qui parle de couper les subventions, puis c'est ça, pour baisser les impôts des entreprises. Fais ton affaire. Totalement, oui. Puis surtout, tu sais, on verra, tu sais, je le dis souvent, tout le monde dit ça, mais les politiciens sont très bons pour promettre des choses, puis une fois qu'ils sont au pouvoir, tu sais, les petits amis, puis là, tu sais, ça sonne. Ou juste, ils embarquent dans la machine. Ils embarquent dans la machine. Puis c'est compliqué, là, tu sais, faire tout ça. Mais sur l'idée, en tout cas, puis je l'ai dit en ondes à Richard Martineau il y a quelques semaines, tu sais, pour moi, l'idée du PQ, là, de dire on va couper... Dans le fond, si tu prends l'entrepreneuriat en vase clos, là, oublie les taxes, les impôts des citoyens, là, mais grosso modo, on prend à peu près ce qu'on redonne en subvention. Hein. Si tu fais la somme des impôts des entreprises, ça correspond à peu près à ce qu'on donne en subvention. Fait que je reviens à ce que je disais tantôt. Pourquoi prendre 100 pièces d'une main puis redonner 100 pièces de l'autre? Enlève le 100 pièces. Puis laisse le pas d'impôts. Puis l'autre affaire, c'est qu'on fait souvent valoir que beaucoup de ces subventions-là, puis Nordvolt, c'est ça, puis Avendio, Patente, c'est ça. On utilise la subvention pour faire venir des entreprises étrangères qui vont venir s'installer ici. Puis je comprends la logique, mais tu sais comment tu peux faire venir une entreprise étrangère à s'installer ici en ayant le taux de fiscalité le plus compétitif, tu sais. Il y a beaucoup d'entreprises... Sans être un paradis fiscal. Non, mais tu sais, en disant, actuellement, par rapport aux États-Unis, notamment, on est très peu concurrentiel. Par rapport à certains pays d'Europe, on est très peu concurrentiel. Les entreprises, ils viennent ici, puis ils se disent, coudonc, je vais-tu aller m'installer là, investir, embaucher du monde avec des taxes. La devise monétaire qui est supposée à notre avantage. Donc, ça serait une stratégie beaucoup plus basée sur le marché, beaucoup plus naturelle, où il y aurait des gens qui choisiraient effectivement le Canada, non pas parce qu'ils ont droit à un cadeau, mais parce que les conditions de marché sont favorables. Puis ça ferait des entreprises, à mon avis, qui seraient beaucoup plus durables, puis beaucoup plus créatrices de richesse et d'emplois, que de dire, toi, viens, je vais te donner un chèque de 100 millions, puis toi, puis toi, puis toi. Puis encore une fois, qui revient à une espèce de dirigisme, d'interventionnisme, où c'est
un monsieur ou une gang de monsieur qui choisissent qu'est-ce qui est important puis qu'est-ce qui est pas important pour le futur de l'économie. Fait que, en ce sens-là, ouais, je suis très favorable à ce que M. Paul Saint-Pierre Plamondon a proposé. Après, comme je dis, on verra s'ils sont élus, s'ils maintiennent cette politique-là de l'autre côté. Là, je parle de la CAQ, je te fais parler du PQ. Faire parler de QS, ça me dérange pas. Ah non, parce qu'il y a une vidéo qui a quand même fait bien jaser de Ruba Gazal qui disait, je viens que la citer pour faire sûr et certain de rien manquer, tu veux réduire le déficit sans couper les services? Taxe les multimillionnaires. Là, qu'est-ce que tu penses de cette phrase-là? Ben, c'est drôle, tu sais, je suis pas... je suis comme ni à gauche ni à droite, puis des fois, j'aurais envie qu'au Québec, là, puis au Canada, mais qu'on ait un vrai parti de gauche, tu sais. Puis je dis pas ça parce que je les soutiendrais nécessairement, mais je trouve que c'est comme une blague, Québec solidaire. Puis là, tu sais, il y a tous des débats sur l'extrême gauche, là, ces temps-ci. Là. Je sais pas si tu as suivi ça, mais je veux pas parler de ça nécessairement, mais je veux dire, ils sont vraiment dans les patates, notamment du point de vue économique. C'est un parti qui, à mes yeux, comme économiste, qui est quelqu'un, je pense, assez modéré. Ils comprennent strictement rien au fonctionnement de l'économie. Puis je pense que c'est lié justement à une forme d'extrémisme, c'est-à-dire que leurs élus, puis leur base militante est largement composée d'anticapitalistes. Fait que tu peux pas réformer une économie comme la nôtre ou un système d'investissement Québec, de banque, de fiscalité, quand tu penses que le capitalisme, c'est méchant. Là, ça fait pas sérieux. Ben, ça fait pas sérieux. Puis donc là, aux dernières élections, pour vrai, pour moi, c'était quasiment... c'était emblématique de leur débilité, à défaut de... C'était, on va taxer les ultra-riches. Je sais pas si tu te rappelleras de ça. Les ultra-polluants aussi. Là. Mais tu sortent des gros mots. Mais les ultra-riches, c'était qui dans la plateforme de Gabriel Nadeau-Dubois, là, tu sais, qui est un gars articulé puis pas totalement dénué... Les ultra-riches, c'était les gens qui avaient plus de 1 million de dollars de patrimoine. En actif. 1 million de dollars de patrimoine, là, honnêtement, n'importe quel fonctionnaire a ça. Là, comme parce que ta maison rentre là-dedans. Ta maison rentre là-dedans, tes REER rentrent là-dedans, ton fonds de pension du gouvernement ou de ton grand employeur rentre là-dedans. 1 million de valeur nette là, à 60 ans, 65 ans, ça donne à peu près 40 000 $ de revenus par année. Moi, je connais du monde qui gagne pas mal plus que ça à leur retraite. Ça veut dire qu'ils ont probablement 1,5, 2, 3 millions. Tu sais, idéalement, tout le monde devrait avoir à peu près ça, 1 million là, de différentes sources incluant la maison puis le char payé et tout ça, à la retraite. Les ultra-riches, c'est pas 1 million de dollars. Je veux pas dire tout le monde a 1 million de dollars, mais tous les travailleurs de l'État, tous les gens qui ont fait des carrières relativement standards chez Desjardins, puis chez Michelin, puis à la Ville de Montréal, tout le monde a 1 million de dollars en fonds de pension, maison, REER, CELI, patente. Donc, de dire les ultra-riches, c'est dans le fond les baby boomers, là, grosso modo, c'était complètement manquer la cible. Les ultra-riches, je veux bien qu'on trouve des manières de les taxer, mais il faut définir le seuil à 10 millions ou 25 millions ou 100 millions. Puis là, oui, ça, c'est des ultra-riches. Tu disais 500 000 $ par année, c'était 0,01% de la population. Mais ça, c'est les revenus. C'est ça qu'il ne faut pas confondre. Ouais, là, les ultra-riches, est-ce que les gens qui gagnent 1 million par année, c'est des ultra-riches? Oui, mais qui gagnent 1 million par année. Mais avoir 1 million de patrimoine, je veux pas péter la bulle à personne, mais tu sais, tous les gens qui ont fait des carrières standards de 30-40 ans dans la fonction publique, dans les grandes entreprises, puis même dans certaines PME, ils ont 1 million et plus de patrimoine. Ou une maison à Montréal. Une maison à Montréal. Ouais. Les maisons, ils valent 1 million à cette heure. Là. Fait que, le prix médian, à 65 ans, ta maison est peut-être payée, t'as 1 million. Puis tu sais, t'as aussi des REER, t'as aussi un fonds de pension. Mon point, c'est juste, ils se trompaient complètement de cible, puis ça fait pas sérieux quand t'es pas capable de définir un seuil qui a de l'allure. Est-ce qu'on devrait taxer les plus riches après? Tu sais, j'ai pas une réponse simple à ça. Il y a Claire Trottier là, qui a hérité de papa, là, puis qui dit « taxez-moi ». Si elle veut être taxée, elle peut faire un chèque au gouvernement. Tu sais, si t'as le droit de faire pas besoin de t'ingérer. T'as pas besoin de t'ingérer dans la gestion des finances publiques. Je suis un peu ambivalent, je te dirais, parce que, deux choses. C'est vrai que cette idée que les riches créent de l'emploi, le trickle-down, là, ça marche pas vraiment. Dans les faits, là, on le voit depuis l'après-deuxième guerre, là, depuis 70-80 ans, les riches s'enrichissent plus rapidement que les pauvres. Il y a comme un accroissement des inégalités.
ça me choque pas qu'il y ait des inégalités. Il y a toujours eu des inégalités dans la société, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, si tu étires l'élastique trop, ça crée de la... Ça rompt le contrat le social. contrat social. Puis Ouais. ça fait que les pauvres, ils sont vraiment pauvres, puis ils crèvent de faim à côté de gens qui se promènent en hélicoptère. Là, puis il y a comme une déconnexion. On peut plus, on est même plus dans le même monde, là, puis ça, ben, ça crée toutes sortes de conflits puis de violences. Pis ne serait-ce que c'est pas bon pour le commerce. C'est pas bon pour la société, pour la culture, pour le commerce, c'est pas bon pour rien. Fait que moi, je pense qu'à un moment donné, il faut trouver une façon de normaliser, encore une fois, sans dire que tout le monde est égal, mais que ça devienne pas, encore une fois, un système là, où il y a vraiment deux tranches de société. Tu sais, il y a Thomas Piketty, là, qui est comme un économiste français, là, qui disait quelque chose d'intéressant. Il disait, en fait, les gens qui ont déjà de l'argent, que ce soit hérité ou qui aient travaillé fort ou qui aient bâti des entreprises, ils ont des actifs. Puis les actifs, on le voit depuis surtout 5-10 ans, les maisons, le marché boursier, tout ce qui est de l'argent déjà accumulé, ça génère des rendements 5-10% par année. Les gens qui n'ont rien, ben, leur salaire il augmente, mais de 2-3% par année. Fait que juste par la vertu d'un rendement qui est plus élevé sur les actifs que sur la main-d'œuvre, ça fait que les riches deviennent de plus... Même si c'est juste 5 et 3, là, c'est pas une grosse différence, mais année après année, à un moment donné, les deux courbes se séparent, là, puis c'est ce qu'on observe actuellement. Fait que j'ai pas une solution simple à ça, parce que c'est aussi vrai que les gens qui ont des capitaux, ben ils investissent, puis ils créent de l'emploi. Ça trickle down pas tant que ça, mais un peu quand même. Puis si on capture toujours toute la richesse à mesure qu'elle se crée, puis qu'on la donne au gouvernement, c'est pas garant de richesse à long terme. Les États-Unis sont comme à l'extrême de ça, ils interviennent très peu, ils taxent très peu les grandes fortunes, et comme de fait, ça crée de la croissance économique fulgurante, puis des investissements en capital vraiment fulgurants, mais Christy, à quel prix? T'as aux États-Unis des gens qui crèvent dans la rue parce qu'ils ont eu un enfant, ou parce qu'ils se sont fait... Je sais pas. J'ai pas une solution simple à proposer à la fiscalité, mais c'est certainement pas en taxant les gens qui ont 1 million de dollars de patrimoine qu'on va y arriver. Ben c'est ça, parce qu'en même temps, moi je suis tout le temps pris entre les deux, parce que je me dis, on peut pas se fier non plus sur les chefs d'entreprise pour pouvoir hausser les salaires de leurs employés volontairement, tu sais. Fait que là, c'est pour ça il faut un syndicat qui va aller se battre pour eux autres puis donner des salaires décents, parce que c'est ça qu'ils méritent, tu sais. Ils font partie du succès de l'entreprise, tu sais. Mais des fois, c'est que, tu sais, on le voit, des fois, il y en a qui en demandent tellement que c'est sûr qu'ils vont finir par tuer l'entreprise ou tuer toute la productivité de l'entreprise. Fait que c'est là, tu sais, des fois, il faut un genre d'entre-deux là-dedans. Puis aussi, je t'écoutais parler dans une entrevue, puis je me souviens plus c'est quoi tu parlais, mais tu disais qu'au Québec, c'est là qu'il y avait le plus grand écart de richesse entre les riches puis les pauvres. Mais c'est l'État qui fait en sorte que ça y vient comme un peu d'équilibrer tout ça. Mais je sais pas si c'est bon ou pas bon. Ben, c'est à la fois bon et pas bon. Ouais, c'est ça. J'ai fait une étude là-dessus en 2021, je pense, pour l'Institut du Québec avec 2 autres personnes. Puis c'est ce que tu dis, c'est exactement ça. En fait, s'il n'y avait pas d'État au Québec, on serait parmi les pires provinces du Canada à ce que le travail génère des résultats très, très inégalitaires. Il y a beaucoup, beaucoup d'inégalités au Québec par rapport à d'autres provinces. Puis c'est étonnant, parce que tu penserais l'Alberta ou l'Ontario, plus capitaliste que nous. Mais ce qui nous sauve, c'est que l'État québécois est beaucoup plus impliqué à capter des impôts d'un bord puis à redonner de l'argent aux moins nantis de l'autre. Et donc, après intervention de l'État, on est une des provinces les plus égalitaires. C'est ça. Fait que ça fonctionne d'une certaine façon pour générer une certaine forme d'égalité. Le problème, c'est comme économiste, moi, ce que je préférerais, ça serait un système qui, naturellement, sans intervention de l'État, créerait de l'égalité. Je suis content du résultat, I guess, qu'on soit une province un petit peu plus égalitaire que les autres, mais je préférerais qu'on soit spontanément capable d'organiser notre société, notre économie, nos systèmes,
pour que ça soit l'outcome naturel de notre société et pas un outcome artificiel, donc après intervention de l'État. Parce que, encore une fois, à chaque fois que l'État prend de l'argent, des impôts, des taxes, il crée des inefficacités, il crée des désalignements et ça génère potentiellement une lenteur de l'économie. Fait que encore une fois, c'est des questions relativement complexes. Il n'y a pas comme une baguette magique qu'on peut prendre pour trouver une solution, mais je pense quand même qu'on devrait tendre à créer un système économique qui est plus inégalitaire spontanément que juste par l'intervention de l'État. Est-ce que le problème aussi de ça, c'est que ça l'empêche aussi une forme de productivité de l'entreprise, tu sais, à vouloir pousser, grossir encore plus, puis aussi, peut-être aussi, ça déresponsabilise aussi le monde, ça leur enlève un peu le goût de soit se partir en affaires, ou soit même de vouloir je sais pas, tu sais, encore une fois, de vouloir remettre dans les mains de l'État. L'État devrait me donner de l'argent ou l'État devrait donner des programmes. L'État. Ben, il y a ça, tu sais, puis si je reviens à mon point. L'État devient une religion. Je reviens à mon point précédent, c'est que quand c'est l'État qui génère de l'égalité, là, ou en tout cas une forme de justice, ben c'est qu'on finit par s'y attendre, tu sais, puis donc c'est là où il faudrait quasiment qu'il y ait comme un genre de, tu sais, arracher le plaster vite, là, tu sais, mais il y a. Puis je veux pas généraliser, mais il y a carrément des gens au Québec qui sont autant dans l'entreprise, comme on en a parlé au début, autant des individus qui sont dans un rapport d'assistanat face au gouvernement, c'est-à-dire que l'État leur doit des choses, puis c'est comme dans l'ordre naturel de l'existence, puis tu sais, j'attends mon chèque. Puis là, tu sais, je parlais de Carnet tantôt, c'est vrai au fédéral, c'est vrai au provincial, tu sais, j'attends mon crédit, j'attends ma patente, tu sais, c'est l'État qui est partout dans nos vies, tu sais, puis si c'était pas là, ben là, tu sais, c'est ben donc injuste, ça incite pas nécessairement beaucoup au système D, puis à l'entrepreneuriat, puis à travailler plus fort, puis tu comprends ce que je veux dire? Fait tu sais, mais en même temps, je souhaite pas la misère des gens non plus, tu sais, fait que c'est comme, est-ce qu'on arrache le plaster puis on fournit des incitatifs au travail? Peut-être, tu sais, peut-être qu'il faut tester des choses, mais chose certaine, c'est pas en rajoutant toujours des couches additionnelles d'assistanat, puis de transfert, puis d'argent gratuit. Puis tu sais, un des indicateurs, moi, qui me fait capoter, c'est qu'il y a à peu près 35-40% de la population du Québec qui paye pas d'impôts, tu sais, puis c'est comme, c'est quoi ton rapport, mettons, au gouvernement, puis aux décisions de politique publique, puis à la fiscalité? Puis tu sais, c'est des mots compliqués, là, mais tu sais, c'est quoi ton rapport à la gestion des sous de notre place, là, de notre nation, quand tu y contribues pas? C'est quand même capotant, là, tu sais, j'aurais envie qu'il y ait un genre d'impôt minimal, tu sais, que tout le monde mette au moins 1000$ dans le pot, mais il y en a qui mettront 50 000 puis 100 000 d'impôts, mais que tout le monde mette au moins une pièce pour dire, écoute donc, moi aussi j'ai une pièce là-dedans, là, tu sais, on peut-tu l'utiliser efficacement? Là, t'as comme une grande proportion de la population qui se sent aucunement concernée par d'où vient l'argent, ils sont juste dans un rapport de réception. C'est sûr qu'ils en demandent toujours plus. Mais c'est dans la nature humaine d'en demander. Puis, ce qu'on décrit depuis tantôt, c'est ce qui crée actuellement un fort malaise, c'est que tu as des gens, ce qu'on appelle la fameuse classe moyenne, qui se sentent qu'ils se font pomper du cash comme de tout bord, tout côté, puis que cet argent-là, il va vers des individus qui en réclament toujours davantage, alors pas qu'ils contribuent pas, mais coudonc, si tu reçois des prestations d'aide sociale, que tu travailles pas, que tu contribues pas, que tu fais pas du bénévolat, que tu n'as jamais payé une scène d'impôt de ta vie, puis qu'en plus tu exprimes perpétuellement de l'insatisfaction, coudonc, je sais pas, veux-tu venir pelleter mon entrée, veux-tu aider, veux-tu faire de quoi, veux-tu redonner à la collectivité de quelque façon que ce soit? Puis ça aussi, c'est un facteur qui brise, je pense, notre tissu social, notre tissu culturel, c'est de sentir que moi je donne, je me fais prendre, puis je suis entouré de gens qui ne font que recevoir, puis qui eux redonnent très peu en proportion, tu sais. Puis je sonne comme une espèce de méchant, là, tu sais. Je veux pas m'en prendre au pauvre monde, là, puis aux gens qui sont handicapés ou aveugles, tu sais. C'est pas là mon point, mais il y a quand même des gens qui ont choisi ou qui se satisfont de ce système d'assistanat-là, puis je trouve que on devrait trouver des façons de les mettre à contribution
pour dire ça comme ça, de quelque façon que ce soit, à notre vivre ensemble. T'sais, allez passer le balai dans la rue, là, occupez-vous d'un itinérant. Là, je sais pas, faites de quoi de positif pour la collectivité au lieu de juste recevoir de la collectivité. Il y a une affaire, j'aimerais ça t'expliquer, parce que c'est une affaire économique, un effet économique, qui est l'effet Cantillon. Ouais. Tu veux-tu expliquer c'est quoi ça? Parce que ça fait partie des problèmes qu'on vit aujourd'hui. Ben, c'est une vieille théorie, là, genre du 16e siècle, là, Richard Cantillon, là, qui était... Tu sais, l'économie comme science, ça a pas 200 ans, là, mais tu sais, fait que c'était comme un économiste un peu avant le temps. Monsieur Cantillon, il s'intéressait à la monnaie, là, tu sais, les écus à l'époque, là, tu sais, vraiment, là, il n'y avait pas de carte de crédit, là, puis de bitcoin, là, tu sais. La demi-chèvre contre la note de la famille. Mais c'est intéressant, l'effet Cantillon, puis d'autant plus aujourd'hui, c'est cette idée que, tu sais, puis aujourd'hui, on a des banques centrales, tu sais, c'est beaucoup mieux régi, là, qu'à l'époque de M. Cantillon, mais dans le fond, quand il y a une émission de nouvelles monnaies, quand la Banque du Canada, mettons, imprime de la monnaie, là, puis tu sais, c'est lié avec le taux directeur, puis bon, on rentrera pas dans les détails, mais grosso modo, à chaque fois que quelqu'un prend un crédit là, hypothécaire, un crédit entrepreneurial, il y a... c'est régi par le taux, là, plus l'argent est cher, moins on va en demander, plus le taux est bas, plus on va vouloir emprunter. Ouais. Mais là, ça mène à la création de nouvelles monnaies. Et cette nouvelle monnaie-là, ce que dit Cantillon, en fait, c'est que c'est les gens les plus proches de la source d'émission de la monnaie qui en bénéficient le plus. Donc, on commence par qui? Par les banques, les grandes banques à charte, puis après ça, les gros emprunteurs, puis après ça, les petits emprunteurs, puis après ça, les très petits emprunteurs, puis après ça, ultimement, il y a les consommateurs, puis les gens qui n'empruntent pas d'argent, là, qui sont tout au bas de l'échelle. Puis, il y a plusieurs mécanismes par lesquels ce transfert-là se fait, mais un des mécanismes que tout le monde a appris à connaître depuis 3-4 ans, c'est l'inflation. Quand tu imprimes des grandes quantités ou quand tu mets de grandes quantités d'argent à disposition des banques puis des gros emprunteurs, ben qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je donne toujours l'exemple, si je te donne une pièce, en fait, si on est 10 puis que tout le monde a une pièce, puis qu'il y a 10 tomates, tout le monde est prêt à donner une pièce par tomate, puis là, on a dépensé notre budget. Si tout le monde a 10 pièces, ben tout le monde va être prêt à payer 10 pièces pour la même tomate. T'sais. Fait que l'inflation, ça dépend de combien tu as dans tes mains. Ouais. Puis combien il y a d'argent en circulation. Exactement. Aussi. Fait que quand on met combien de personnes plein d'argent en circulation, c'est les banques, les grands emprunteurs, les moyens emprunteurs, les petits emprunteurs qui sont les premiers à recevoir cette nouvel argent-là. Puis souvent... les premiers à avoir cette première valeur. Là. Exactement. Puis souvent, eux, comme ils empruntent, c'est pas de l'emprunt pour s'acheter des running shoes, c'est souvent de l'emprunt qui est adossé à des actifs. Fait qu'ils empruntent pour acheter des titres en bourse, ils empruntent pour se construire des usines, ils empruntent pour s'acheter des grosses maisons, puis des grosses maisons, des moyennes maisons, des petites maisons. Comme c'est les premiers à recevoir puis à bénéficier de cette création de nouvelle monnaie-là, c'est ces actifs-là, c'est ces tomates-là qui ont tendance à prendre la valeur plus rapidement. Et donc, l'effet Cantillon, de la manière que ça fonctionne, c'est qu'en fait, les biens qui inflationnent le plus vite sont souvent ceux qui sont les plus proches de l'émission de monnaie. C'est un peu compliqué, mais grosso modo, reprenons notre réalité des 3-4 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé avec le prix de l'immobilier? Les gens qui ont des maisons, qui ont des actifs, ils sont sur le party. Si tu avais payé ta maison 300 000, elle valait 400 000, puis 500 000, puis 600 000. T'sais. Si tu avais déjà une maison il y a 5 ans, ça a été 5 très bonnes années. Tu comprends? Les gens qui n'avaient pas d'actifs, les gens qui sont très, très loin de l'émission de la monnaie, les gens qui empruntent pour s'acheter des running shoes puis payer leurs tomates à crédit, eux, ils ont vécu l'inflation plus comme victimes que comme bénéficiaires. Ouais. Les gens que je connais qui ont des parcs immobiliers, ils vont prendre leur retraite l'an prochain, là, je veux dire, parce qu'ils sont proches de l'émission de monnaie. Donc, l'effet Cantillon, ce que ça dit grosso modo, c'est que l'inflation, c'est un mécanisme qui est très avantageux pour les gens proches de l'émetteur, puis très désavantageux pour les gens qui en sont loin. Et donc, ça explique encore une fois les inégalités dont on parlait tantôt. Comme je le dis, les gens qui avaient une maison à 1 million de dollars il y a 5 ans, ben leur maison, elle vaut peut-être 50% de plus. Les gens qui avaient 100 pièces dans leur compte de banque puis qui étaient locataires dans un 3,5, ils ont encore 500 pièces dans leur compte de banque puis locataires dans un 3,5. Mais le 3,5 qui coûtait 800 pièces, il en coûte 1300 maintenant. Fait qu'ils sont plus victimes qu'avantagés bénéficiaires de cette période inflationniste-là. Puis c'est ça qu'il faut, c'est à ça qu'on essaie de s'attaquer là, actuellement, à cette inflation-là, parce qu'elle pénalise vraiment les gens les moins riches de la société. Ben c'est ça, parce que dans le fond, quand l'argent se ramasse à eux autres, ça n'a plus la même valeur. C'est encore plus cher.
Puis tu sais, puis dans le fond, tu sais, on dit que c'est encore plus cher, mais dans le fond, c'est notre monnaie qui perd en valeur. Exact. Puis eux, leur seul levier, vu qu'ils n'ont pas d'actifs qui s'apprécient, leur seul levier, c'est le salaire, c'est la rémunération. Fait que là, ben, je veux quand même dire, on a augmenté le salaire minimum assez significativement, même plus que l'inflation. Ça, c'est une bonne nouvelle au Québec. Mais c'est là que l'inflation stagne. C'est ça, exactement. Mais là, on a augmenté on augmente les salaires. Fait que là, tu parlais des syndicats. Là, on essaye que le salaire soit au moins en rattrapage de l'inflation parce que les gens au bas de l'échelle, ils n'ont pas d'actifs. Fait qu'ils ont zéro bénéficié de l'appréciation de la valeur des actifs. Leur seul levier pour pas crever de faim, là, littéralement, c'est que leur salaire au moins suive la patente. Puis encore une fois, ça se fait au terme de lutte, puis de négociation, puis de bargaining. Fait que c'est une période quand même assez particulière qu'on a vécue dans les 3-4 dernières années. Puis tu sais, moi j'ai 43 ans, Jer, puis tu sais, l'inflation, là, tu sais, j'ai fait mes études en économie, je fais ça depuis 15-20 ans. J'avais jamais connu ça de l'inflation. Là, tu sais, c'était comme une affaire dans un livre d'histoire quasiment, tu sais, dans les années 80. Là, mais, est-ce que c'est à cause de Trudeau avec ses 800 milliards injectés dans la monnaie? Ben, est-ce que ça a rapport? Oui, mais en même temps, je suis hésitant à dire, tu sais, Trudeau, parce que tous les pays de la planète ont fait des Trudeau d'eux-mêmes. Tu sais, fait que Trudeau ils ont imprimé énormément. Tu sais, Trudeau était là à ce moment-là, mais ça aurait été Poilievre ou tu sais, choisis ta couleur. Là. Tous les pays du monde, quand la COVID est arrivée, ont imprimé plein d'argent, ont fait des déficits monstrueux au niveau des budgets. On peut dire que c'était la mauvaise décision. Je sais pas, mais tout le monde a fait ça. T'sais, les États-Unis ont fait ça, la France a fait ça, puis certains ont fait bien pire que le Canada, soit dit en passant. Fait que, oui, c'est la faute à Trudeau, mais parce qu'il était dans ce siège-là à ce moment-là. Puis François Legault a aussi fait des gros déficits. Tout le monde a fait des déficits parce qu'on a paniqué autour de la COVID. Puis je sais pas, on a sûrement un peu trop paniqué. Mais si on avait moins paniqué, on se ferait aussi, il se serait aussi fait ramasser en disant vous avez laissé tomber l'économie. Puis tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'était comme un genre de catch-22. Là. Ils ont vraiment imprimé beaucoup d'argent pendant cette période-là. Puis ça a créé de l'hyperinflation. Moi, dans ma vie, là, du 7-8% d'inflation, j'avais jamais vu, puis je pensais jamais voir ça. Fait que oui, c'est la faute clairement des élus puis des banques centrales, mais ils ont vu un truc arriver, la COVID, puis ils ont réagi comme ils pensaient bon de le faire, puis c'est facile avec 5 ans de recul de comme pointer du doigt. Je suis pas un de ceux qui dit c'est la faute à Justin Trudeau, tu comprends? Ça aurait été toi ou moi, je pense qu'on aurait fait à quelques 100 milliards près essentiellement la même chose. OK. Je vois que le temps passe. Je veux aussi que tu parles du livre Abundance. Là, c'était une de tes chroniques avec Richard Martineau. Puis comme tu l'as dit, ça t'a un peu mis en paix, ce livre-là. T'as amené un peu de sérénité. Parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai beaucoup de la misère à me retrouver. Un peu orphelin politique. Puis un peu en chicane aussi envers tout le monde. Fait que, en tout cas, je vais te laisser parler du livre. Abundance, c'est un livre intéressant, écrit par deux gars plutôt à gauche, là, Derek Thompson et Ezra Klein, qu'on connaît, là, qui ont leur propre podcast aussi, vraiment. Et c'est intéressant. En fait, ce qu'ils souhaitent puis ce qu'ils disent, c'est que on pourrait entrer dans une ère de plus grande abondance, puis à quelque part, c'est un peu un choix qu'on a fait de restreindre l'abondance. Puis ils donnent plein d'exemples. Il y en a un, moi, qui me chicote énormément, puis j'en parle souvent, c'est l'immobilier, là, le logement. Puis, parlant d'inflation, puis tout ça, là, la crise du logement, c'est une création totalement artificielle des élus, là, municipaux et provinciaux essentiellement. On a mis d'innombrables barrières, d'innombrables taxes, d'innombrables niveaux de complexité additionnels qui font en sorte que pas qu'on est incapable, on en fait encore, mais c'est énormément plus compliqué aujourd'hui de faire sortir de terre une tour, une maison, un chalet, n'importe quoi. Puis c'est un choix. Je veux dire, après, puis c'est compliqué, là, c'est pas un truc facile à dire dans un slogan politique, là, mais c'est une série de très mauvaises décisions qu'on a prises. Parfois qu'il y avait une bonne logique là, de dire on va aider ça, on va faire ça. On veut faire des logements abordables. Fait que là, on va obliger les développeurs à faire des logements abordables. Puis s'ils en font pas, on va faire quoi? On va leur charger une taxe. Puis là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'à la fin, avant, tu avais un logement qui coûtait
300 000, puis là, tu charges une taxe parce qu'ils n'ont pas fait de logement abordable, fait que le logement est 315 000. Fait que là, ton logement moyen, il est moins abordable qu'il ne l'aurait été, tu comprends? Fait que là, la logique, c'était d'avoir du logement abordable. La conséquence, c'est que tous les logements sont moins abordables. Puis ça, Montréal a été, tu sais, sous Valérie Plante, là, c'était un train wreck total. Puis c'est par pure idéologie, là, aussi, là, parce que non, il disait... Genre, l'intention est pas mauvaise, il faut pas avoir de garage souterrain. Exact, mais l'intention... de la verdure, fais-moi un parc, là. Je pense pas que ces gens-là, ils sont là, tu sais, je vais crisser le bordel dans la ville. À force de ils ont une bonne intention, critères, mais ils finissent... C'est ça, Abundance, c'est que l'intention est bonne, mais c'est comme si, comme tu dis, par idéologie, par croyance, par volonté de bien faire, on met plein d'affaires, mais c'est comme si on se foutait des conséquences. Ouais. C'est comme si on... Sans penser aux conséquences, sans penser aux conséquences. Et ouais. donc, la conséquence du 20-20-20, là, qui est le règlement de Valérie Plante là, sur le logement, sur l'abordable et tout ça, la conséquence, ça a été directement de faire augmenter le prix de tous les logements, puis de créer à peu près 0 logement abordable. Fait que, qui paye le prix? Les pauvres? Tout le monde. Les pauvres, tous les acheteurs, tous les gens dans le marché immobilier payent parce que toi, tu voulais faire du logement abordable, puis ça turn out que personne veut en faire du logement abordable. Fait que tous les prix augmentent à cause de ton... Mais ils sont pas partis avec l'idée maléfique de faire augmenter, tu comprends? Ils sont partis avec une véritable idée qu'ils voulaient faire du logement abordable. C'est juste sans jamais analyser vraiment, puis c'est là où, tu sais, c'est bon d'avoir un économiste sous la main. Je l'avais écrit ça, puis j'ai eu la chance de travailler avec plein de groupes dans le domaine de l'immobilier quand le projet du 2020 a été adopté. Puis c'était clair que c'était ça qui allait arriver, puis ils se sont entêtés pendant 8 ans à vouloir faire du logement abordable, puis le résultat, c'est qu'on n'y en a pas eu de logement abordable pendant ce temps-là. Puis là, rajoute à ça, j'ai fait un texte là-dessus dans le journal ces dernières semaines, la taxe de bienvenue. Là, à un moment donné, à Québec, on a permis aux municipalités d'ajouter des nouveaux seuils pour la taxe de bienvenue, là, les fameux droits de mutation. À une époque, les seuils, c'était 50 000, 50 000 et 250 000. Une affaire de même, c'était comme 0,5, 1,5%. À un moment donné, on a dit, on va taxer les ultra-riches. Et là, on a mis un seuil à 500 000, puis un seuil à 1 million. Puis on va ajouter un seuil à 2,5, puis un seuil à 3% pour ceux qui achètent des gros manoirs à 1 million de dollars. Sauf que tu sais quoi? Dans les faits, aujourd'hui, une maison à 1 million de dollars à Montréal, c'est une maison médiane. C'est une maison banale. Fait que tout le monde paye la grosse taxe de bienvenue. Puis à l'époque, ils disaient, inquiétez-vous pas, là, ça va être juste 8. T'as lu les mêmes articles que moi? Fait que là, aujourd'hui, c'est tout le monde qui paye ça. Mais tu sais quoi? À Montréal, là, la taxe de bienvenue en 2015, c'était 130 millions de dollars que la ville a pompé dans les poches du monde, là, de qui achetait des maisons. Cette année, ça va être 400 millions. 198% d'augmentation de taxe de bienvenue. Pris dans les poches du monde, là. Fait que, à quelque part, tu sais, Abundance, pour revenir à notre livre, c'est cette idée qu'on veut faire le bien, puis en voulant faire le bien, on fait le mal. On crée des obstaccls. Ils donnent des exemples aux États-Unis parce que eux, c'est des démocrates, les deux gars. Pas du Québec. Non, mais tu sais, mais les exemples sont très applicables à nous. Je veux dire, ils parlent d'un TGV qu'ils veulent faire. Tu sais, on veut faire un TGV, nous aussi. Je pense que depuis que je suis né, on veut faire un TGV, tu sais. Le troisième lien. Combien de centaines de millions de dollars on a dépensé en études, puis en nanan, puis en médias, puis en communiqué de presse, puis en consultation publique. Faites-les, votre Christy de troisième. Il pourrait être fait, je pourrais rouler dessus à matin, là, tu comprends? Je veux dire, ben non. Ou faites-le pas. Mais Christy, pick a side. Choisis de faire de quoi, puis fais-le. Une économie de l'abondance, c'est une économie où on met l'exécution des projets devant la tergiversation perpétuelle. C'est un peu ce qu'ils disent. Quand Joe Biden a voulu faire le CHIPS Act, il voulait ramener la fabrication de microprocesseurs aux États-Unis. Fine, très bonne idée. Pour de vrai, j'encourage ça. Puis même qu'on mette de l'argent public, ça me dérange pas. Il faudrait peut-être qu'on ait une propre capacité de fabrication. Sauf que là, pour que l'usine puisse se faire là, en Oklahoma, là, que tu allais recevoir de l'argent public, fallait que tu aies une lesbienne noire unijambiste, puis que tu sois DEI, puis que tu respectes telle règle, puis que tu sois assistu à moins, puis que tu aies de la densification. Puis rempli de quotas. Qu'est-ce que tu veux, Joe Biden? Tu veux-tu faire une usine de chips ou tu veux atteindre un paquet d'autres critères qui n'ont rien à voir avec faire des pubs? Puis tu sais, je dis pas qu'il faut que les usines soient méchantes, mais je dis juste, fais ça, puis après ça, tu rajouteras de la complexité, puis du soft, puis du bien, puis tout ça. Sauf que là, à vouloir tout faire en même temps, ça fait quoi? Ça fait que l'usine, elle ne se fait jamais.
Puis là, on est encore dépendant de Taïwan, puis on est encore dépendant des Chinois, puis on est encore dépendant de la fluctuation des changes. Puis ça fait que tu n'atteins jamais l'objectif. Pour être dans une logique d'abondance, il faut d'abord faire les choses, puis après ça, rajouter des degrés de complexité. Est-ce que c'était trop dans la mouvance, dans le courant de pensée de la décroissance, c'est ça aussi? Mais c'était pas la décroissance autant que cette volonté de vouloir faire quasiment la perfection. Tu sais, je te donne un autre exemple, finalement, dans le logement aussi. Puis ça, c'est dans plusieurs villes du monde. Il y a des gens actuellement qui dorment dans la rue. Là. Puis c'est une épidémie d'itinérance. Là. Puis c'est comme... J'en connais pas des itinérants. J'en connais dans le sens j'en croise, puis je les reconnais. C'est toujours les mêmes dans certains tronçons de rue à Montréal. Tu sais, c'est le même gars, il habite là, c'est l'enfer, là. Il fait moins 38 dehors, j'ai fret dans ma maison, imagine lui, là, tu sais. Ce gars-là, là, tu le mettrais dans n'importe quel cube chauffé, ça serait mieux que sa situation, right? Sauf que là, on a voulu faire des logements sociaux, là, tu sais, qu'on appelle là, vraiment pour les gens tout au bas de l'échelle, des logements carrément subventionnés par l'État. Sauf qu'on a rajouté plein de critères. Il faut qu'il y ait un hall, puis il faut que le système d'aération soit tel grade. On peut-tu juste y faire un cube chaud, tu comprends? On peut-tu juste marginalement l'emmener à l'étape d'après de pas être sur un banc de parc. Arrête de vouloir faire la Cadillac des logements. Fais-y n'importe quel, tu sais, cube chauffé, puis après ça, on upgradera, puis on upgradera. On veut tout de suite faire quelque chose avec un paquet de critères, si bien qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, on n'a rien fait. On n'a pas construit un... Tu comprends ce que je veux dire? Fait que... Mike Ward, il avait acheté des maisons, 25 maisons, tu sais, il a construit 1000 pièces. En tout cas, il avait mis 25 000 là-dedans. Puis Valérie Plante voulait pas parce qu'il disait il va falloir qu'on mette des toilettes, là, il faut engager un gardien, puis tout ça. C'est à ça vouloir, jamais arrivé. À vouloir. Fait qu'une économie de l'abondance, une économie où tu laisses l'initiative individuelle. Puis tu sais, je connaissais pas ce projet-là de Mike, mais justement, tu sais, laisse le monde faire des choses. Puis ça se peut que ça chie. Puis c'est là où je reviens à ton concept de temps. C'est là où ça se peut que Mike il se soit trompé, puis que ça soit une erreur. Mais laisse-les essayer. C'est son argent. On n'a pas grand-chose à perdre, là. C'est la rue ou une maison, pas de gardien, pas assez de toilettes. Là. Tu comprends comme... À un moment donné, il me semble que c'est quand même mieux que la rue. Il n'y en a pas de toilettes dans la rue non plus, puis il n'y en a pas de gardien dans la rue. Comme, laisse-les habiter à 3-4 dans une maison. Peut-être que ça va marcher. Mais là, on est toujours à « Ah non, mais ce n'est pas le nec plus ultra du logement. » Fait qu'on fait rien. On interdit l'initiative individuelle. On interdit l'expérimentation. Puis ça fait que, encore une fois, toutes ces années plus tard, ces gens-là sont encore dans la rue. Fait que pour moi, le message de Abundance, c'est faisons les choses, exécutons sur nos idées, arrêtons de vouloir enrober ça dans des espèces d'élan de perfection. Puis c'est la faute que deux hommes de gauche trouvent à la gauche. Puis moi, c'est ce que j'ai trouvé de super intéressant dans ce livre-là. Comme toi, je suis un genre d'orphelin politique. J'ai pas d'allégeance. Moi, je veux que les itinérants ils arrêtent d'être itinérants dans la mesure où on est capable de leur trouver des logements à leurs moyens, avec l'encadrement qui est possible d'avoir. Puis c'est pas, encore une fois, c'est pas une logique simple, mais il y a eu plusieurs initiatives dans l'histoire. Housing First, le logement d'abord. Il y a eu plein de choses qui ont été tentées. Puis là, c'est comme si maintenant, on avait peur d'expérimenter des affaires. Fait qu'on fait strictement rien. Ben moi, c'est pour ça, je me suis tout le temps considéré plus de gauche. Là, avec les années, c'est sûr, là, je bouge un peu plus, mais je suis soit de centre ou centre-gauche. Puis moi aussi, c'est pour ça, je reçois beaucoup de monde de droite ou des économistes, tout ça, parce que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que pour vrai, je suis pas si fier de qu'est-ce que la gauche a fait en ce moment. Je me reconnais plus là-dedans. Je me sens plus représenté. Puis c'est ça, quand j'ai eu Normand Baillargeon qui est venu sur le podcast, il m'en a beaucoup parlé du postmodernisme. Puis ça fait écho là, en dedans de moi, là, tu sais. Fait que, bref, en tout cas, tant qu'à parler de la gauche, parce que je sais que le temps y avance, je ne veux pas trop en prendre du tien. Parce que tu as parlé aussi de ça, tu sais, tout à l'heure, tu l'as mentionné, la transition énergétique. C'est de quoi que tu aimes beaucoup. Puis c'est de quoi qu'on a beaucoup en commun, parce que moi, c'est de quoi que je crois, surtout au Québec. Véhicules électriques, panneaux électriques, les thermopompes, tout ça, on aurait pu être des beaux fleurons québécois qui auraient pu émerger de tout ça, être un exemple tout partout dans le monde, mais on dirait que ça s'est mal fait. Ou, en tout cas, fait que toi, qu'est-ce que toi, tu disais? C'est le faux dilemme entre l'économie puis l'environnement. Tu veux-tu développer là-dessus? Ben absolument. Je veux dire, tu sais, il y a plusieurs choses à dire là-dessus, mais bon, tu l'as dit, le Québec, on est... Puis
moi, je pense qu'il n'est pas trop tard. Là, comme c'est maintenant. Comme il y a tout ce que tu as dit, les véhicules, la micro-mobilité, la génération d'énergie, le stockage d'énergie, c'est maintenant que ça se passe. Puis on a des acteurs. Est-ce qu'on va les soutenir? Est-ce qu'on va être une terre d'accueil? Est-ce que la fiscalité va être avantageuse? Est-ce qu'on va les inciter à s'exporter puis à devenir des grandes multinationales? Ou est-ce qu'on va mettre les petites mains là-dedans puis à mettre 42 fonctionnaires autour puis de l'encadrement puis de l'argent public? Puis, parce que c'est ça, la croisée des chemins actuellement. Puis je pense que s'il y a bien un secteur qui est porteur pour les 1000 prochaines années, c'est le secteur de l'énergie. Le Québec est en très bonne position. On a la chance extraordinaire à cause de notre géographie, puis de notre histoire, puis d'un paquet d'affaires. Nos décisions d'avoir Hydro-Québec, puis on aime ou on n'aime pas, mais coudonc, partout sur la planète, ça fait envie, là, c'est une grosse patente, ça génère beaucoup d'énergie, puis il y a encore du beau potentiel de développement propre. Les rivières, à un moment donné, on pourra plus il va en avoir moins de disponibles, fait qu'on peut peut-être en faire un ou deux autres barrages, mais ça va être un peu la limite. Mais tout le reste, l'éolien, le solaire, le géothermique, puis après ça c'est de la génération, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait avec notre énergie? Est-ce qu'on dort les fenêtres ouvertes? Est-ce qu'on chauffe avec des vieux tuyaux à l'eau? Ou est-ce qu'on modernise avec des thermopompes, avec des systèmes beaucoup plus intelligents, en modernisant nos maisons, avec des fenêtres qui sont beaucoup mieux isolées, etc. On peut devenir un genre de laboratoire à l'échelle mondiale de vivre avec cette énergie propre, puis d'utiliser l'énergie intelligemment. Il y a du monde là, dans des pays beaucoup, beaucoup plus pauvres, là, eux, leur kilowattheure, ils en ont 8. C'est sûr qu'on pourrait aider des places où ils ont peu d'énergie par habitant à l'optimiser, chaque kilowattheure, que ça devienne de la chaleur, que ça devienne de la capacité de cuisson, de la capacité de déplacement. Je trouve ça bizarre, puis je sais pas si c'est un peu politique, c'est un peu culturel, c'est un peu l'influence des Américains. Je trouve ça bizarre que tous les Québécois ne soient pas genre le couteau entre les dents, pour dire, les autos électriques, je trouve ça bizarre. Puis je comprends que, mettons, les autos électriques, c'est cher. OK, là-dessus, je peux comprendre, mais de moins en moins, là, tu peux acheter une Nissan Leaf à 15 000 $, là, tu comprends? C'est plus... mais ils n'ont pas aidé, là, de la façon que ça a été pensé. Ça n'a pas été pensé en amont. Culturellement, on devrait... il faut qu'on shift ça. Puis ça nous a fait un peu reculer. Des gars comme toi puis moi, puis plusieurs autres, on a une responsabilité d'en parler. Là. Moi, je suis un enthousiaste, puis là, l'auto électrique, c'est une affaire, mais moi, peut-être, je me promène en bicycle, en fat bike électrique, l'été, j'ai une trottinette électrique. Moi, je suis comme everything électrique. Ma tondeuse est électrique, ma souffleuse à neige est électrique. C'est comme, hey, électricité, guys, comme, wake up, là, c'est l'énergie du futur, là, je veux bien qu'on ait une forme de nostalgie du gaz, là, puis du diesel, mais on fait pas culpabiliser le monde. Moi, c'est là, je suis pas dans la culpabilité. Non, je sais que c'est pas ça, mais il y en a c'est vers ça que ça s'en va, embarque dans la parade, puis vaut mieux être plus tôt que tard. Là, dans 30 ans, quand tu vas être le dernier à embarquer là-dedans, tu vas avoir manqué une belle ride. Là, fait, je pense qu'on a une opportunité comme nation, mais aussi comme agent économique, comme investisseur. Qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, écoute, achète des actions de Boralex, coudon, achète des actions de ces compagnies-là qui font qui participent à construire le futur énergétique du monde. Parce que ce soit le Bitcoin ou l'intelligence artificielle ou juste le fait que la population augmente, il va y avoir des besoins exponentiels en énergie au cours des 20, 30, 40 prochaines années. Ouais, là, avec l'intelligence artificielle. Puis le Québec est un powerhouse. Fait que Christy, j'ai envie de pogner ça. Puis comme je te dis, le couteau entre les dents, puis d'être un acteur mondial. Puis ça revient même à notre fierté d'être Québécois. Je comprends pas comment tu peux être Québécois puis opposé à l'électricité comme source d'énergie. Ça devrait... Il doit y avoir du sang puis un peu d'électrons qui coulent dans nos veines. Là. On pourrait être le champion planétaire de l'énergie propre. Puis là, je vois des gars... Ah ouais, moi, les chars électriques... Je comprends pas. Je comprends, encore une fois, que si tu habites à Bécomo, c'est peut-être compliqué là, de te promener en Nissan Leaf, mais que tu sois contre ça, j'ai bien de la difficulté à le comprendre. Mais c'est parce que ça, c'est les conséquences de personnes beaucoup plus idéologues qui viennent mettre le gaz et l'électrification
en compétition, Absolument. les deux. Puis moi, je pense, un peut aller fortement avec l'autre. Là, en Norvège, c'est ça qu'ils font. Ils se promènent tous en véhicule électrique. Puis ils exploitent leur gaz. Moi, je suis pas contre, je suis pas pour. Moi, ça fait partie de la discussion, parlons-en de manière peut-être non partisane. Mais c'est là où, entre toi et moi, je suis pas venu ici vous parler en tant que péquiste ou libéral ou caquiste. Je suis toutes ces options. Mais je pense que le Québec a tout à gagner d'embarquer dans cette mouvance-là, puis de plein de façons. Est-ce qu'il faut que tu choisisses un camp? Genre, je pense que c'est un projet de nation qui transcende complètement les allégeances. Puis tu sais, je t'avoue que j'ai eu la chance d'en parler directement avec lui, Éric Duhem, mais je trouve qu'il n'a pas la bonne posture, par exemple, puis qui, lui, justement, renforce cette opposition-là. Trop partisan. Trop partisan, peut-être, mais tu sais, ce qu'il faut travailler ensemble, c'est de rendre les chars électriques plus abordables, d'augmenter leur range, de les rendre plus simples à utiliser pour les gens de Bécomo puis de Matane. C'est pas de dire je suis contre ça, c'est là le gars, tu sais, il y en a des centaines de milliers en circulation, puis s'il y a de quoi, moi qui est un gars qui conduit un char électrique, ça me coûte 4 piastres aller à Québec, alors que ça me coûtait avant 50 piastres d'y aller avec un char à gaz. Il y a une économie à faire là-dessus. Le problème, c'est que le char est coûteux. Là, il faut travailler à baisser le prix des voitures. Il faut en mettre en libre circulation. Mais aussi, tu sais, c'est tout ce qui est alentour, tu sais, ces batteries-là, comment les recycler. Mais tout ça, c'est un problème à résoudre. Puis je pense que toutes nos intelligences, on doit... Tu sais, les chars à essence, ça fait quand même 125 ans là, qu'ils raffinent leur patente. Là. Les chars à électrique, ça fait 8 ans qu'il y en a là, sur nos routes, 2015-2014. Il va y avoir des progressions extraordinaires dans cet univers-là. Puis ça, c'est juste les autos. Comme je te dis, tout le reste, là, il faut qu'on utilise l'énergie de manière beaucoup plus intelligente. Il faut qu'on développe notre capacité à générer plus d'énergie. On n'a pas parlé du nucléaire, mais je veux dire, j'ai des petites nouvelles pour vous. Moi, je trouve que c'est une source d'énergie extraordinaire. Puis il faut juste... C'est des problèmes d'ingénieurs. Puis il faut optimiser la technique de fabrication puis d'utilisation de cette énergie-là, mais je pense qu'on va pas y échapper. Le Québec a une opportunité fulgurante de devenir une plaque tournante énergétique, puis si on manque le bateau, ben il y en a d'autres qui vont le faire à notre place. Puis ça me ferait de la peine qu'on rate ça, parce qu'on est dans une position de leader international actuellement. Ouais. Puis c'est ça que tu veux dire, dans le faux dilemme de l'économie versus l'environnement? Tu sais, puis d'une certaine façon, quand tu dis il y en a une gang de crinqués qui ont découragé le reste, moi aussi, je les ai vus, ces messagers de l'apocalypse, là, puis tu sais, du monde qui disent « Ah ouais, mais un char électrique, ça reste un char. » Je suis comme « Fine, mais il y en a 6,5 millions de chars en circulation au Québec. » Puis tu sais quoi? Avoir à choisir, là, le monde de Bécomo, il faut déjà les convaincre d'avoir un char électrique. Ils vont pas se promener en bicycle à pédale. Tu comprends? C'est irréaliste. C'est irréaliste. Fait qu'il y a cette idée que c'est soit le... Ça revient à Abundance. C'est soit la meilleure option ou rien. Je suis comme non, gars. On va commencer par aller au char électrique, puis après ça, on fera le bicycle électrique, puis la trottinette. Mais de penser que tout le monde va être piéton demain matin, là, les gens qui habitent à Candiac puis à Mirabel, ils vont encore avoir des voitures. Fait on va les forcer. Aussi bien que ce soit des autos électriques. Marginalement, il faut progresser dans une bonne direction. Puis moi, comme je le dis, je suis totalement aligné avec toi. On a envoyé des messages un peu trop extrêmes des fois en disant qu'il fallait que tout le monde se promène en bicycle, puis tout le monde fallait qu'il soit à pied, puis les culpabiliser. C'est juste un changement qu'il faut apporter. Puis de même, dans la manière qu'on utilise après l'énergie dans nos maisons, il y a un truc que je voudrais absolument parler avec toi, mais moi qui m'excite bien raide, puis tu sais, c'est pas beaucoup dans l'actualité encore, mais... moi j'ai une auto électrique puis elle est parkée devant ma maison, puis c'est comme une grosse batterie qui est devant ma maison, tu sais, la nuit là, puis tu sais, tout le temps, puis il y a deux choses en matière d'énergie. Il y a la quantité d'énergie qu'on fait là, tu sais, dans une année là, il y a besoin de plein d'énergie, la quantité qui est consommée en même temps à un moment qu'on appelle la puissance. Puis là tu sais, on parle beaucoup de la pointe là, puis bon, mais c'est vrai, le gros problème, en fait un des gros problèmes au Québec, c'est quand il fait très froid puis que tout le monde se réveille en même temps puis fait son petit déjeuner en même temps puis tu sais, part de la maison en même temps, ça crée une demande là, momentanée, là, mais pendant 2 heures. Puis une quantité qui peut passer à travers les fils. Le tuyau, il est pas assez gros. Fait que là, ce qu'il faut, c'est comme atténuer la pointe. Fait que là, il y a ILO, puis les tarifs dynamiques et tout ça. Ce qui m'excite quand même, c'est qu'en ce moment,
quand on a ces points-là, si on en manque, il faut l'acheter ailleurs. On en achète aux États-Unis. Mais là, à ces moments-là, comme on est un peu... c'est soit tu fermes le breaker ou tu en importes. Ben là, ce qu'on importe, on le paye très cher, là, 30-40 cents du kilowattheure. C'est vraiment, vraiment cher. Il y a une option qui va venir, je pense, dans les 5 à 10 prochaines années. C'est ton char qui est devant la maison que tu vas renvoyer l'énergie. Fait que tu vas le charger la nuit quand que personne ne consomme rien du tout. Puis dans les périodes de pointe, coûte pas cher. Tu vas renvoyer l'électricité dans ta maison, puis tu vas vivre de ton auto ou de ta batterie dans le sous-sol, mais fait que tu vas comme lisser un peu la courbe de demande. Puis ce que ça va faire, c'est que tu vas charger ton char à 6 cents le kilowattheure, puis pendant les périodes de pointe, Hydro va te le racheter à 40 cents le kilowattheure. Fait que ça va devenir, ton char électrique va devenir une source de revenus. Tu sais, fait que c'est quand même extraordinaire de dire que demain, peut-être qu'on va pouvoir utiliser nos véhicules comme un actif rentable dans nos maisons. J'ai l'impression que les gens n'ont pas encore tout à fait anticipé ce que ça va représenter, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va se produire de ce côté-là. Il y a déjà des grosses entreprises qui ont commencé à faire ça, renvoyer de l'énergie vers Hydro, mais c'est très niché. Je pense que le futur est notamment de ce côté-là, puis moi, ça m'excite bien gros de dire que n'importe qui est branché sur le réseau va pouvoir devenir quasiment un petit producteur. Puis, on parlait de panneaux solaires sur le toit de ta maison, puis tout ça. Ah oui, l'avenir est dans en un... Europe, tu sais, ça marche au bout. On est un peu en retard. Et pourtant, on est, comme je le dis... il y a des montagnes remplies de panneaux solaires, tu sais. On est en retard et pourtant, on est aussi un leader dans l'énergie. Fait que là, il faut juste comme adapter puis transformer notre façon de penser, avoir de la vision. Puis ça, je pense qu'on est à quelques années près là, de cette révolution-là. Puis comme je te dis, moi, ça, c'est un des trucs qui m'excite le plus actuellement en économie. Il faut être sûr qu'on n'a rien manqué, mais de toute manière, je dis ça, je veux pas trop prendre de ton temps. Mais pour vrai, c'était vraiment cool. On est-tu correct? On est parfait. Il nous reste même du temps. Francis Gosselin, c'était vraiment cool. Pour vrai, si t'aimais ça, j'espère que tu vas vouloir revenir quand que je vais te réinviter. J'ai vraiment eu du fun, puis c'est beaucoup éclairant. Tu l'expliques, tu le vulgarises très bien, qu'on peut pouvoir comprendre. Fait qu'un énorme merci d'être venu au WhatsApp Podcast. J'aimerais te dire un gros merci à mes commanditaires qui est procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Un gros merci de supporter le podcast. Eux autres, ils t'offrent la poche de café du WhatsApp Podcast que tout le monde peut se procurer sur leur site au procafetière.ca. Fait qu'un énorme merci. Puis je vous invite tout le monde à aller les encourager. Ils vendent beaucoup. Ils ont toutes plein de sortes de café. La livraison est très rapide. Fait que allez les voir sur leur site internet. Puis je te laisse le mot de la fin. Si le monde veut te suivre, le monde veut t'écouter. Je sais que je l'ai dit au début. Tu es au 99.5. Ouais. Tu fais souvent des chroniques. Tu es aussi à TVA aussi. On peut te voir. Ouais, ben je peux dire rapidement, tous les matins à LCN à 7h10 au Québec Matin. Après ça, j'ai Mario Dumont à 7h45 au 99.5. Puis on peut toujours réécouter ça, cube.ca, YouTube. J'étais avec Richard Martineau en fin d'après-midi tous les jours vers 3h45 aussi. YouTube, cube.ca ou au 99.5. Puis ouais, TVA, c'est comme on m'invite pour mon expertise, là, mais tu sais, j'ai pas comme de régularité. Sinon, j'ai aussi un balado, moi, mais très ciblé finances personnelles. Là, ça s'appelle Dans vos poches. On donne des trucs, tu sais, sur le CELI, le REER, l'effet de levier en immobilier, des affaires de fiscalité. On parle de couple, tu sais, comment diviser son argent avec sa blonde, avec son chum. Tu devrais-tu payer l'épicerie? On devrait-tu acheter ensemble, pas ensemble? Des affaires de même. Des enfants, régime d'épargne études. Bref, fait qu'écoutez ça dans vos poches. Là. On a quand même un petit following. C'est très niche, là, finance personnelle, mais ça marche quand même bien. Puis pour le reste, tu l'as dit, puis je l'ai dit, je suis un économiste et un consultant. Si jamais vous avez besoin d'un bon consultant, tu sais, je suis pas juste un gars de médias, là, je suis aussi quelqu'un qui passe beaucoup de temps à penser puis à lire. Fait que ça me fait plaisir de travailler avec des entrepreneurs puis des villes puis toutes sortes de monde. Là, c'est bien le fun. Je veux te remercier, Jer, c'était super cool comme conversation. C'est où qu'on peut te rejoindre? J'ai un petit site web, francisgosselin.ca. Je suis associé dans un cabinet qui s'appelle Fragata Gosselin. On est 2 associés. Puis sinon, Monsieur Gustave, là, c'est une vieille histoire, mais sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, Monsieur Gustave, c'est moi. Là, c'est une longue histoire. J'ai confié mes finances personnelles à Monsieur Gustave.
Pour une prochaine fois, ouais. OK, bon, ben c'est parfait, ça. Ben, un énorme merci d'être venu au WhatsApp Podcast. Merci tout le monde d'avoir écouté. Puis, si vous avez aimé le podcast, je vous encourage à le partager. Puis aussi, vous pouvez financer, m'aider à continuer ce podcast-là en devenant membre Patreon au patreon.com/WhatsApp-podcast. C'est super apprécié. En plus, vous pouvez écouter tous les podcasts d'avance et sans les pubs. Puis je sais à quel point ça peut faire chier. Fait que, merci à tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Ciao.